23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre édition. Le vice-président de la République est en Inde. Daniel Kablan-Duncan représente le chef de l'État au 52e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement. Des assemblées annuelles qui ont démarré ce mardi. Au cœur de cette édition, la transformation, on en parlera dans ce journal. Ici, en Côte d'Ivoire, le calme est revenu à Bouaké après les manifestations des ex-combattants démobilisés qui ont fait au moins 3 morts et des blessés. Ils occupaient depuis hier, vous le savez, les corridors à l'entrée de la ville. La circulation est revenue à la population. Et puis le riz en plastique, vous en avez certainement entendu parler. Le ministère du Commerce a démenti la rumeur au cours d'une conférence. Le ministre qui appelle la population à plus de sérénité et à la vigilance. Voilà pour le sommaire de cette édition. Je vous le disais tantôt, le vice-président de la République est en Inde. Daniel Kablan-Duncan représente le chef de l'État au 52e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement. Des assemblées qui ont démarré ce mardi au cœur de cette édition. Je vous le disais également tantôt, la transformation de notre agriculture. Daniel Kablan-Duncan a été reçu en marge de l'événement par le Premier ministre indien. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, et le Premier ministre indien, Narendra Modi, ont fait un large tour d'horizon de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. L'occasion aussi de faire le point sur la mise en œuvre des programmes d'investissement. Cette relation qui est importante et qui a connu une accélération. À titre d'exemple, nous avions des échanges commerciaux qui étaient à 358 millions donc, de dollars et qui sont passés à 850 millions de dollars. Vous voyez donc l'évolution. Et nous avons évoqué ensemble qu'il y a une possibilité de voir doubler, pourquoi pas tripler ces éléments-là. Je pense que les choses ont changé radicalement ces derniers temps avec le passage, vous vous rappelez donc la visite du président indien en Côte d'Ivoire, mais aussi l'installation de l'Exim Bank de l'Inde. Son bureau maintenant est à Abidjan, couvre la Côte d'Ivoire et d'autres pays, et qui fait que nous avons une accélération au niveau donc des institutions donc des dossiers. Les besoins sont là et je pense que cette coopération peut permettre de faire face à la situation. Nous allons rencontrer des hommes d'affaires de cette région, Gujarat, notamment dans le domaine TIC, des technologies de l'information et de la communication, pour être beaucoup plus large, mais aussi dans le domaine des médicaments génériques, qui est important. Mais un autre domaine qui est important, c'est le domaine agricole. Disons que la conservation des produits agricoles, mais aussi la transformation des produits agricoles. On doit pouvoir accélérer les différents dossiers qui sont déjà en cours, mais aussi dans les secteurs que vous indiquez, il y a de nouveaux dossiers que la Côte d'Ivoire va introduire. Il a indiqué donc la disponibilité, disons, de l'Inde de manière globale, et notamment de l'Exim Bank de l'Inde, qui est leur instrument financier, à examiner ces dossiers de manière à ce qu'on aille de l'avant. Le vice-président a également échangé avec le ministre en chef résident de l'État de Gujarat, Vijay Rupani, sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire, notamment dans le domaine de l'agriculture. Ici, en Côte d'Ivoire, le calme est revenu à Bouaké après les manifestations des ex-combattants démobilisés qui ont fait au moins 3 morts et des blessés. Ils occupaient, vous le savez, depuis hier, le corridor à l'entrée principale de la ville de Bouaké, empêchant la circulation des véhicules et des personnes. Eh bien, les forces de l'ordre ont mis fin à ces mouvements. La circulation est totalement rétablie. Le constat de Kader Sogodogo. Corridor Sud, porte d'accès principale à la ville de Bouaké. Des ex-combattants bloquent toute circulation. Ils exigent le règlement d'un chapelet de revendications soumis au gouvernement. Après l'échec d'environ 20 heures de négociations pour un dénouement pacifique, les forces de défense et de sécurité ont dû intervenir pour la libération de ce corridor. Pour un retour au calme total, le président de l'association des démobilisés, depuis le centre hospitalier universitaire de Bouaké, lance un appel. Je demande à tous les ex-combattants de s'asseoir toutes sortes de marches sur toute l'étendue du territoire et de ne même pas chercher à faire quoi que ce soit. Chacun rentre chez lui tranquillement. Cette intervention s'est faite avec un renfort de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des forces armées de Côte d'Ivoire qui vont continuer la sécurisation de la ville de Bouaké. Je vous fais lecture de ces communiqués pour poursuivre.
Le lundi 22 mai 2017, des collectifs de démobilisés ont appelé à manifester dans quelques localités. À Boaké, des centaines de démobilisés ont occupé le corridor sud le lundi aux alentours de 14 h, bloquant la circulation sur la voie internationale. Aux alentours de 14 h, donc bloquant la circulation sur la voie internationale, de longues files de camions, de transport, de marchandises et des cars sont restés bloqués à l'entrée de cette ville. Plusieurs tentatives de négociation ont été rejetées par des manifestants qui ont bloqué le corridor jusqu'au mardi matin. En vue de permettre la reprise normale du trafic, la circulation des biens et des personnes, les forces de sécurité ont déployé les moyens conventionnels afin de maintenir l'ordre ce mardi matin. Cependant, certains manifestants armés ont dégoupillé une grenade offensive qui a explosé en leur sein. Le bilan à cette heure est de 3 personnes décédées suite à l'éclat des fragments de grenade, 14 blessés dont 4 graves. Du côté des forces de l'ordre, 3 éléments de la gendarmerie et 2 éléments de la police ont été blessés par des projectiles. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles des personnes décédées et rassure que tout est mis en œuvre pour la prise en charge des blessés. Le gouvernement appelle au calme et invite nos concitoyens à poser leurs préoccupations aux autorités dans le calme et dans le respect des lois. Et c'est signé Ahmed Bakayoko. Un autre communiqué, celui-là du commissaire du gouvernement, à l'occasion de la mutinerie survenue du 12 au 16 mai 2017, les militaires ont emporté des armes de guerre qui étaient entreposées dans une villa appartenant à M. Kamaraté Souleymane et servant de lieu d'habitation à la mère de celui-ci. Le commissaire du gouvernement rappelle que la détention ou l'entreposage d'armes de première catégorie sont constitutifs d'infractions pénales prévues donc et punies par les articles 3, 5, 13 et 14 de la loi numéro 98-749 du 23 décembre 1998 portant répression des infractions à la réglementation sur certaines munitions et substances explosives et le décret numéro 99-183 du 24 février 1999 portant réglementation des armes et munitions. Tout militaire appréhendé en possession de telles armes ne constituant pas la dotation légale sera radié des effectifs sans préjudice des sanctions pénales en cours allant d'une peine d'emprisonnement de 10 à 20 ans et d'une amende de 5 millions à 10 millions de francs CFA. Le commissaire du gouvernement invite en conséquence tous les militaires détenant des armes qui ne sont pas en leur dotation à les déposer auprès des commandants de régions militaires d'Abidjan, Boaké, Daloa et Korogo avant le mercredi 31 mai 2017, délai de rigueur fait à Abidjan le 23 mai 2017 et c'est signé le commissaire du gouvernement. Cet autre communiqué, pour terminer, celui-là provient du procureur général près de la cour d'appel de Boaké à l'occasion de la mutinerie survenue du 12 au 16 mai 2017. Des personnes ont emporté des armes de guerre qui étaient entreposées dans une villa appartenant à M. Kamaraté Souleymane et servant de lieu d'habitation à la mère de celui-ci. Le procureur général rappelle que la détention et l'entreposage d'armes de première catégorie sont constitutifs d'infractions pénales prévues et punies par les articles 3, 5, 13 et 14 de la loi numéro 98-749 du 23 décembre 1998 portant répression des infractions à la réglementation sur certaines munitions et substances explosives et le décret numéro 99-183 du 24 février 1999 portant réglementation des armes et munitions.
Toute personne détenant ou ayant entreposé ces armes s'expose à des peines d'emprisonnement allant de 10 à 20 ans et d'une amende de 5 millions à 10 millions de francs. Le procureur général invite en conséquence les personnes qui détiennent illégalement des armes à les déposer au plus tard le 31 mai 2017, délai des rigueurs auprès du préfet de région. Et c'est signé le procureur général. Le ministre de l'Agriculture et du Développement durable a fait récemment le point des résolutions des États africains en vue du développement de l'Afrique. C'était à l'occasion d'une mission en Afrique du Sud. On en parle avec Serge Okoléa. Une des résolutions importantes de la 29e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique tenue début avril 2016 en Côte d'Ivoire demeure la recherche de moyens en vue de moderniser l'agriculture africaine et de la rendre résiliente aux effets du changement climatique. Président de ce conseil ministériel, Mamadou Sangafoua Coulibaly est en Afrique du Sud pour échanger avec les différents partenaires de la FAO et faire le point sur la mise en œuvre des décisions prises à Abidjan. C'est dans cette optique qu'il s'est entretenu avec le secrétaire exécutif du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Vous savez que son Excellence, Monsieur le ministre, est président de la conférence des ministres de l'Agriculture africains et qu'à ce titre, il a une position qui lui permet de faire des plaidoyers pour la transformation de l'agriculture, non pas seulement au niveau de la Côte d'Ivoire, mais au niveau du continent. Et par rapport à ce point-là, il y a un engagement que nos chefs d'État ont pris à Maputo en 2003, qui est celui de consacrer 10% des ressources publiques au secteur agricole. Cet engagement a été réaffirmé lors de la conférence de Malabo et nous tenons à ce que ce point soit débattu de manière politique, puisque ce sont nos chefs d'État qui ont pris cette décision. Alors nous nous engageons à réfléchir sur cette question et à faire le point de cette situation et que nous remettrons au président de la conférence des ministres de l'Agriculture africains. Avec son homologue d'Afrique du Sud, le président de la conférence des ministres de l'Agriculture, Région Afrique pour la FAO, a parlé de l'amélioration de la nutrition sur le continent à travers une agriculture durable. Du riz en plastique commercialisé en Côte d'Ivoire, vous en avez certainement entendu parler. Mais en fait, il n'en est rien. C'est du moins ce qu'affirment les autorités ivoiriennes. Le ministre du Commerce a démenti la rumeur. C'était au cours d'une conférence de presse, conférence suivie pour vous par Sita Soro. Depuis quelques semaines, une rumeur fait état de l'existence d'un riz en plastique provenant de l'Asie, plus précisément de la Chine. Cette imitation de riz serait fabriquée avec des patates douces, des pommes de terre et une résine synthétique, donc du plastique. Lorsque les ingrédients sont mélangés, ils forment des grains qui ressemblent au riz. Les réseaux sociaux en parlent avec des images montrant dans une usine le processus de fabrication de ce riz et même des traces d'une éventuelle présence en Côte d'Ivoire. Face à une telle rumeur, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a procédé à plusieurs tests sur le riz. Les résultats ne démontrent aucune présence de riz en plastique en Côte d'Ivoire. Des prélèvements ont été effectués et l'ensemble de ces actions ont permis, je dirais, de faire un important nombre de prélèvements sur l'ensemble du territoire national. Et à ce jour, je tiens à vous l'annoncer de manière officielle qu'aucune de ces allégations de riz en plastique n'a été découverte sur le territoire national en Côte d'Ivoire et sur le marché du riz en Côte d'Ivoire. Notre département ministériel procède depuis 1 an en collaboration avec le groupement des importateurs de riz de Côte d'Ivoire, le JIDARCI, dans le cadre d'un protocole d'accord, à un contrôle systématique des importations sur tous les types de riz importés en Côte d'Ivoire, et ce, à la suite de l'alerte qu'on avait connue également sur les réseaux sociaux portant sur du riz toxique qui était donc déversé
sur les marchés d'Afrique de l'Ouest. Un soulagement pour les consommateurs qui affichent leur satisfaction après ces résultats. Vraiment, nous avons assisté à toutes les étapes en tant que responsables des consommateurs. Et nous avons été convaincus qu'il n'y a pas de riz qui contient des plastiques sur le marché en Côte d'Ivoire. C'est un soulagement et je rassure à mon tour l'ensemble des consommateurs, en même temps d'être vigilants, mais de consommer ce riz, ça ne contient pas de plastique. Selon la direction de la métrologie, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, pour reconnaître un tel riz, il est suggéré, entre autres, d'immerger les grains dans un bol d'eau. Si ces derniers flottent, il s'agit d'un faux riz. On peut également faire cuire quelques grains dans une poêle. S'ils sont en plastique, ils fondront sous l'effet de la chaleur. 10 millions de personnes utilisent Internet en Côte d'Ivoire. Cela régulièrement, c'est du moins ce qui ressort du bilan dressé par l'ANSUD 2 ans après le lancement du chantier dit chantier de la maturité numérique en Côte d'Ivoire. On en parle avec Patricia Omouetia. Objectif 2020, plus de 300 services visés. Parfait outil d'amélioration de la gouvernance, la maturité numérique s'impose aux populations. Désormais, plus de perte de temps et d'énergie dans les administrations pour établir un acte administratif. Lorsque vous avez besoin de faire une demande pour une pièce d'identité, la CNI ou pour un passeport et autres, vous devez vous rendre dans un bureau. Aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cette démarche-là, vous puissiez la faire à travers votre téléphone mobile ou un ordinateur simplement. Le projet e-Gouv a été lancé pour accélérer le développement. 2 ans après, quelques administrations, notamment l'éducation, la santé, l'emploi et le tourisme, sont touchés. L'objectif, c'est de dématérialiser la totalité de la relation entre l'administration et le citoyen. Nous en sommes capables, puisque l'inventaire a été fait de tous ces services. Je crois savoir qu'il y en a à peu près 300. À la fin de cette année, si le calcul a été bien fait, nous devrions être à 145. Poursuivre donc la marche vers l'utilisation le moins possible du papier. Le projet avance, mais beaucoup reste à faire. La Côte d'Ivoire fait un grand effort, mais il y a toujours des lacunes qui existent. Et une des lacunes, c'est le contenu des sites web. Je pense qu'on a besoin de plus d'informations, plus de services en ligne. Le coût d'accès est un peu élevé. Et si ça présente une barrière pour l'accès au net, ça va aussi créer des problèmes. La finalité de tout cela, c'est que le citoyen ait accès à l'information. Si nous n'arrivons pas à y mettre des contenus qui répondent aux besoins des citoyens, nous n'aurons pas véritablement atteint nos objectifs. Les différents acteurs perçoivent le potentiel du numérique comme facteur de développement des entreprises. Les secteurs des télécommunications et informatiques sont clairement en avance. L'objectif majeur est de toucher plus de 300 entreprises d'ici 2020. Et cette information émanant du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, que le jeudi 25 mai 2017, jour de l'Ascension, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Il y a de cela une semaine environ, le Conseil des ministres décidait du plafonnement des prix du logement social à 12 500 000 francs CFA hors taxes et celui du logement économique à 23 millions de francs CFA également hors taxes. Comment cette nouvelle est-elle accueillie par les acteurs du secteur? Francis Boifo a tendu son micro à quelques-uns. Construction des logements sociaux et économiques en Côte d'Ivoire. Le projet s'étend sur toute l'étendue du territoire. L'opération lancée par le gouvernement devrait permettre aux Ivoiriens économiquement faibles d'avoir un toit. Sur le terrain, le prix unitaire des maisons pose problème. Je suis allé sous la de Bassam, sous la de Alépé, sous la de Dabou, mais les prix sont trop. Ils parlent dans les 13 à 14, 15, 16 millions, alors que normalement ça doit être peut-être 10 à 12 millions, ça peut aller peut-être.
L'État décide de réglementer le prix en tenant compte des attentes des candidats au logement et des besoins des promoteurs immobiliers. Ce décret fixe le prix maximum de vente des logements à caractère économique à 23 millions de francs CFA, hors taxes, et celui des logements à caractère social à 12 500 000 francs CFA, hors taxes. C'est des seuils qui sont fixés, en dessous desquels, évidemment, les constructeurs ou les promoteurs peuvent bénéficier de facilités fiscales. C'est un début de solution à l'accessibilité du logement social. Je salue très bien la mesure et j'ai pris que le gouvernement suive ça à la lettre. La Chambre nationale des promoteurs immobiliers agréés de Côte d'Ivoire apprécie la décision du plafonnement du prix unitaire du logement social à 12 500 000 francs CFA et à 23 millions pour le logement économique. Au-delà de la prise de ce décret par l'État que nous trouvons vraiment salutaire, il faut maintenant que les clients ou les futurs clients puissent avoir des crédits auprès des banques. Donc l'action des banques doit se traduire par l'octroi des crédits pour ceux qui ont des comptes en banque, évidemment à des taux de sortie qui n'excèdent pas les 5,5% sur une durée d'au moins 15 ans. Évidemment, ceux qui n'ont pas de compte dans les banques, qui sont dans le secteur informel, ceux-là, l'État doit imaginer en fait une sorte de fonds de garantie pour que cela soit soutenu auprès des opérateurs immobiliers ou auprès des éventuels financiers. La deuxième phase maintenant, c'est de permettre à ce que l'offre et la demande se suivent en permettant la production massive de logements, en permettant aux promoteurs constructeurs d'industrialiser la chaîne de production tout en incitant les investisseurs à venir investir avec les promoteurs locaux pour que nous puissions satisfaire la demande. Des suggestions qui pourraient aider à combler le déficit de logement en Côte d'Ivoire. Il est de 50 000 maisons par an. Et la page santé de ce journal est assurée par la fistule. On va en parler maintenant. La fistule, cette maladie déshonorante. Au moins 2 millions de femmes en souffrent en Afrique subsaharienne. On peut pourtant guérir de cette maladie. Vous le verrez dans ce reportage signé Fidèle Aigné et Eugène Atoubé. Même simple boisson, même si on dit que boisson, il est goûté. Je sais que tu es bois, ça me crée des problèmes. La vie de Sarah a littéralement changé. Aujourd'hui, c'est une femme normale qui ne se sent plus honteuse dans la communauté. Un bonheur pour elle, grâce au projet Fistule, financé par la coopération internationale coréenne KOICA. C'est un projet mis en œuvre par le ministère de la Santé et l'UNFPA. Et comme Sarah, Juliette aussi a été guérie. Je me sens bien maintenant. Et ton merci. Tout ça va bien. Au moins 2 millions de femmes en Afrique subsaharienne souffrent de fistules. Et dans le monde, on enregistre 100 000 nouveaux cas chaque année. La fistule obstétricale, une maladie aux causes multiples. La fistule obstétricale, c'est une conséquence d'un accouchement mal géré. Et cette femme va souffrir comme ça pendant plus de 24 heures. L'enfant est mort. Le fait que la tête de l'enfant comprime si longtemps la vessie, la partie comprimée meurt et vous voyez à la fin un trou. Du coup, les urines qui étaient censées être dans la vessie s'écoulent de façon involontaire. La fistule se guérit après une intervention chirurgicale. La célébration ce 23 mai de la journée internationale de lutte contre cette maladie suscite l'espoir chez les femmes porteuses de fistules et le rétablissement de leur dignité. La fistule, une plaie, une maladie déshonorante. Heureusement, on peut non seulement guérir de la fistule, mais surtout réussir sa réintégration sociale. Illustration à Séguéla, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, où justement des actions se multiplient pour réintégrer ces femmes dans le tissu social. On retrouve Eugène Atoubé. Elles dansent. Expression d'une joie déjà visible sur leur visage, comme pour dire qu'elles font partie intégrante de la communauté. Ces 20 femmes, aujourd'hui guéries de la fistule, mènent leurs activités le plus normalement du monde, bénéficiant même de soutien d'organismes internationaux et nationaux opérant dans le domaine de la santé de la reproduction.
Ici, elles reçoivent des kits de l'ONG Yeti qui leur permettront de mener des activités génératrices de revenus. Je dis merci à l'ONG Yeti qui nous a pris en charge. Parce que cette maladie-là, ce n'est pas facile de la voir. Quand tu as cette maladie, tu es rejeté, tu es abandonné, tu n'as aucun soutien, tu ne sais à qui se vouer. Depuis 2014, l'ONG Yeti intervient dans la région du Ourodougou dans un vaste programme de prévention de la fistule obstétricale en collaboration avec l'AIBF et l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Les femmes qui en souffrent bénéficient également d'une prise en charge médicale gratuite. Entre 2013 et 2016, environ 230 femmes porteuses de fistules ont pu être dépistées par l'ONG Yeti dans les départements de Séguéla et Korogo, dans un contexte de stigmatisation. Aujourd'hui, grâce au soutien des uns et des autres, nous avançons vers une meilleure sensibilisation de nos populations, qui ont compris que cette maladie peut être évitée si on abandonne certaines pratiques telles que l'excision, le mariage précoce ou forcé, aussi en suivant toutes les consultations prénatales et en allant accoucher dans une maternité. En Côte d'Ivoire, la fistule obstétricale est encore considérée comme une maladie honteuse, caractérisée par la perte fréquente d'urine chez les porteuses. Du coup, elles sont frappées par la stigmatisation. Chaque année, selon l'ONG Yeti, ce sont environ 1000 cas nouveaux de fistules qui sont détectés. Et les femmes anciennes porteuses de fistules à Gagnoa et à San Pedro ont également reçu des mains de l'ONG Aprosom des kits pour guérir donc de cette maladie, des kits mais également des soins. L'ONG Aprosom qui lutte également dans ces deux régions, Gagnoa et San Pedro, pour la survie, mais également la réinsertion sociale et économique de ces femmes anciennes porteuses de fistules. On change complètement de sujet à présent pour parler des Jeux de la francophonie, les 8e Jeux de la francophonie qui se préparent activement. Ce sera en Côte d'Ivoire ici. Ce sera à partir donc du 21 juillet prochain. Plus de 549 millions de francs CFA décaissés par l'État de Côte d'Ivoire pour réussir le pari. Regardez. L'État finance la participation des athlètes ivoiriens aux 8e Jeux de la francophonie. Une enveloppe de 549 millions de francs CFA a été dégagée. 8 fédérations sportives engagées à ces Jeux ont reçu les premiers chèques des mains du ministre des Sports et Loisirs. Cette enveloppe servira à la préparation et à la participation des athlètes ivoiriens à ce rendez-vous culturel et sportif du monde francophone. On va à ces Jeux, en tout cas pour ce qui nous concerne, pour compétir, glaner des médailles et avoir des lauriers. Et je reste convaincu que c'est sur les résultats sportifs que les Ivoiriens jugeront la réussite de ces Jeux. Les bénéficiaires, par la voix de leur porte-parole, Ango Isaac, président de la Fédération ivoirienne de judo, saluent le geste du gouvernement. Nous venons de recevoir les sommes importantes pour préparer ces Jeux-là. Je voudrais prendre l'engagement au nom de toutes les fédérations, les 8 fédérations sportives qui vont participer à ces Jeux-là, l'engagement de faire en sorte que la Côte d'Ivoire, au sortir de ces Jeux de la francophonie, puisse avoir la tête haute, être des dignes représentants de l'État de Côte d'Ivoire pour que le peuple ivoirien ne dise pas qu'on a encore jeté de l'argent par la fenêtre. La délégation ivoirienne, composée de 240 personnes, compte 137 athlètes et une quarantaine d'encadreurs. La préparation des athlètes va se faire en 2 phases. La première, dite préparation externe, a lieu du 15 mai au 2 juillet. Et la deuxième, interne, se fera du 3 au 18 juillet prochain. Hors de chez nous, la justice gambienne a gelé hier, lundi, les biens de l'ex-président Yaya Jammeh. Il est soupçonné d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars, soit plus de 29 milliards de francs CFA, ce avant son départ en exil. 22 morts, 59 blessés au moins, bilan toujours provisoire de l'attentat suicide à Manchester, en Angleterre. La police a identifié l'auteur comme un jeune homme de 22 ans. Des milliers de personnes rassemblées à la Manchester Arena pour assister au concert de la star américaine Ariana Grande. Alors que le concert s'achève, une déclaration se fait entendre à l'extérieur. Ces images amateurs, tournées juste après l'explosion, témoignent du mouvement de panique
Un homme vient de se faire exploser au milieu de la foule. Entre cris de panique et débandades, des témoins fixent ces images qui témoignent de l'horreur. Le dernier bilan fait état de 22 morts et 59 blessés. Les secours sur place s'organisent dans un cafouillage total. La police boucle le périmètre. Les heures qui suivent, l'attentat est revendiqué par l'État islamique. Les réactions de compassion fusent à travers le monde. Emmanuel Macron, le président français, fait part de son effroi et de sa consternation. Donald Trump, le président américain, en visite en Israël, témoigne son soutien aux familles des victimes. La première ministre britannique, Theresa May, condamne l'attaque, une attaque qu'elle qualifie d'effroyable. C'est le pire attentat terroriste survenu dans le pays depuis 12 ans. Le périmètre de l'attentat reste bouclé par la police pour nécessité d'enquête. Commentaire signé Herman Guivet. C'est ici que je vous dis au revoir. Retenez ceci, l'oisiveté est la mère de tous les vices.